Adrien Quatennens est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. J'imagine, Adrien Quatennens, que la référence d'Emmanuel Macron à Jacques Chirac n'a pas été spécialement à votre goût. Oh, très franchement, c'est pas ce qui se passe dans le caleçon d'Emmanuel Macron qui m'intéresse. C'est le fond du dossier des Uber Files. Et c'est très grave. Et je pense qu'il ne faut pas banaliser ce qui se passe. Parce que d'abord, si Emmanuel Macron menait une politique favorable aux travailleurs, ça se saurait. Il faut quand même dire, et ça n'a pas été dit dans votre petit reportage à l'instant, et je crois que c'est une erreur de ne pas le dire, qu'Emmanuel Macron s'oppose au niveau européen à la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes Uber. Ça, c'est une première chose. Mais que révèlent finalement les Uber Files ? C'est le fait qu'un ministre en fonction, à l'époque du quinquennat Hollande, Emmanuel Macron, à l'espèce, ministre de l'économie, a été en collusion, a agi de concert avec le patron d'une firme américaine contre la volonté du gouvernement de l'époque. Vous imaginez un peu la gravité de la situation. Donc on ne peut pas simplement, au détour d'une blague, balayer ça d'un revers de la main. Adrien Quatennens, en l'occurrence, rien d'illégal a priori à ça. Il peut y avoir une question de fidélité politique à l'époque au gouvernement et à François Hollande surtout. Non, je crois pas. Je crois que c'est bien plus grave que ça. Et je regrette d'ailleurs que les médias banalisent la situation. Pardon, ça veut dire que donc on a... Je me permets simplement de vous dire que c'est nous qui avons révélé cette affaire, Adrien Quatennens. Donc il n'est pas question de la banaliser, mais plutôt de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la moralité et de la légalité dans cette question. D'abord, permettez-moi de remercier les journalistes qui ont fait ce travail d'investigation qui permet d'établir ce genre de vérité. À dire vrai, personne ne découvre qu'Emmanuel Macron met sa carrière politique au service des intérêts privés. Toute sa politique plaide dans ce sens. Quand vous voyez par exemple ce qu'il a fait pendant le quinquennat dernier, en redistribuant un maximum de richesses aux plus riches de ce pays, aux grandes entreprises sans contrepartie, aujourd'hui vous avez des économistes qui ne sont pas les premiers des insoumis. Je pense à monsieur Artus, le conseiller économique de Natixis, il ne peut pas être suspecté de ça, qui disent que cette politique n'a pas fonctionné. Oui, Emmanuel Macron sert depuis ses postes politiques et aujourd'hui comme président de la République, de notre point de vue, les intérêts privés. Mais qu'un ministre le fasse, parce qu'à l'époque... Quand il dit à l'époque, c'était mon rôle de ministre, je le cite simplement pour vous faire réagir et pour que nos auditeurs aient l'ensemble du dossier dans la tête. Je suis très fier de ce que j'ai fait, a dit aujourd'hui Emmanuel Macron. J'ai aidé des entreprises, j'ai aidé des jeunes qui n'avaient pas d'emploi. Non, il y a d'autres manières d'aider les jeunes qui n'ont pas d'emploi que de faire en sorte que des entreprises comme Uber qui visent la dérégulation, vous le savez bien. On parle d'ailleurs aujourd'hui de travailleurs ubérisés, c'est-à-dire ça s'est étendu à bien d'autres secteurs que les VTC. Voilà ce que fait Emmanuel Macron, parce que ça correspond à une doctrine qui est la sienne, à un libéralisme exacerbé où il n'y a plus de règles. Non, il y a d'autres choses à faire pour relancer l'activité et l'emploi, y compris quand on a devant nous le défi climatique. Donc moi, je pense que ce qui est grave surtout, c'est de noter quel était le contexte à l'époque. À l'époque, vous aviez un gouvernement, celui autour de François Hollande, qui avait notamment passé une loi, la loi Thévenoud, qui précisément régulait et donnait quelques freins à l'extension d'Uber sur le territoire français. Et Emmanuel Macron a agi finalement contre ce qu'essayait de faire le gouvernement de l'époque. Voilà ce que ça révèle surtout. Est-ce que vous trouvez révélateur d'évoquer la question de l'emploi des jeunes uniquement à travers le prisme de ces métiers, comme ceux de conducteurs de VTC et de ce qu'on a appelé depuis l'ubérisation de ces différentes professions ? Absolument. Ça veut dire en effet que pour Emmanuel Macron, l'avenir des jeunes, et y compris des moins qualifiés, ce serait d'occuper des travaux, des emplois dans lesquels en réalité vous n'êtes pas couvert, par exemple socialement, ou vous ne cotisez pas pour les différents risques de la vie. Ça peut pas être l'avenir qu'on propose à nos jeunes. Je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. On n'a pas beaucoup le temps là, mais je fixe deux pistes. On a besoin d'assumer l'idée qu'aujourd'hui on manque de création d'emplois pérennes. Près de 90% des contrats qui sont signés sont des contrats extrêmement courts, extrêmement précaires. La diminution du temps de travail, le partage du temps de travail est une perspective, et à côté de ça, par la planification écologique, quand même, on est en pleine canicule, on voit qu'il y a des tas de choses à faire. On pourrait relancer l'activité et l'emploi dans ce pays. Et de la même manière, quand vous augmentez les salaires, vous relancez la consommation populaire et les débouchés en termes d'emploi. Voilà une politique qui serait ambitieuse pour relancer l'activité. Je sais que vous êtes rappelé à l'ordre et au travail à l'Assemblée nationale, mais je profite quand même des quelques secondes qui nous restent, Adrien Quatennens, pour évoquer cette question de la réglementation de ces professions qui sont nombreuses aujourd'hui et qui touchent des travailleurs non salariés. Est-ce que ça doit être un sujet dont l'Assemblée doit s'emparer ?
Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, ça se fait. On a déjà commencé le travail là-dessus lors du quinquennat précédent. Il y a aussi nos collègues, et je salue ma collègue Leïla Chaibi au Parlement européen qui a mené une vraie bataille sur le sujet. Mais oui, évidemment. Et il va falloir assumer de la régulation parce que désormais, après les VTC et toute autre sorte de secteur, cette ubérisation poussée par des gens comme Emmanuel Macron va maintenant atteindre l'ensemble des secteurs d'activité de plus en plus. Même dans la santé, on n'en prend le pas. Donc oui, il faut des régulations. Et en attendant, je vous dis que la nouvelle Union populaire écologique et sociale va demander à l'Assemblée nationale de mettre à l'ordre du jour une commission d'enquête sur le sujet pour que non seulement on puisse savoir quelle a été la responsabilité d'Emmanuel Macron comme ministre de l'économie à l'époque, mais plus globalement qu'on puisse avoir un vrai travail sur le rôle des lobbies et la collusion entre les intérêts privés et les gouvernements. Un dernier mot, Adrien Quatennens, plus général, plus global sur l'atmosphère politique qui entoure ce début de nouveau quinquennat. Vous avez manifesté bruyamment votre opposition à Elisabeth Borne dans l'hémicycle la semaine dernière, hier encore lors du vote de la motion de censure. Emmanuel Macron vous répond de manière assez grivoise aujourd'hui. Est-ce que l'on peut continuer et progresser au cours de ce quinquennat dans une ambiance aussi délétère ? Mais écoutez, moi je ne trouve pas que l'ambiance soit délétère du tout. Il y a juste une réalité politique qui change par rapport au mandat précédent. C'est qu'Emmanuel Macron a été battu aux élections législatives et qu'il n'a plus de majorité. Alors je ne dis pas que nous l'avons gagné, nous non plus. Mais néanmoins, la situation n'est plus la même que dans le quinquennat précédent. Et Emmanuel Macron devrait le comprendre. Et nous, notre rôle n'est pas de bloquer. D'ailleurs, ce n'est pas notre but. Simplement, nous respectons le mandat qui nous a été confié. Les gens qui nous ont élus pour la nouvelle Union populaire nous ont élus pour nous opposer à la politique libérale d'Emmanuel Macron et faire d'autres propositions. C'est exactement ce que nous faisons. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un gouvernement battu aux élections législatives qui n'a pas sollicité le vote de confiance des parlementaires, qui est donc un gouvernement de fait du prince, qui gouverne sans qu'on connaisse bien sa légitimité en réalité démocratique pour le faire. C'est une vraie question. Vous remettez en cause la légitimité du gouvernement d'Elisabeth Borne avec un nombre de députés qui reste le plus important aujourd'hui de tous les partis présents à l'Assemblée nationale. Ce qui est certain, c'est que les institutions... Si vous aviez plus de députés, vous gagneriez les votes qui sont en marche ces derniers jours. Bien sûr, bien sûr. La réalité, c'est que les institutions leur permettent de fonctionner. Mais le résultat des courses du 19 juin, c'est bien le fait qu'il n'y a pas de majorité et de base sociale dans le pays pour appliquer ce programme. Enfin, c'est quand même assez fou d'un point de vue démocratique qu'un gouvernement battu se maintienne absolument en l'état après sa défaite sans rien retirer de son programme et sans faire aucun compromis. Parce que j'entends Madame Borne qui d'ailleurs interprète à mon avis le vote des Français du 19 juin. Elle nous dit dans l'hémicycle, les Français ont voté pour qu'on arrête nos querelles stériles, pour qu'on bâtisse ensemble, pour qu'on trouve des compromis. Non, Madame Borne, les Français ont voté pour dire qu'ils ne voulaient plus de vote politique, qu'ils ne voulaient plus du blanc-seing donné à Emmanuel Macron dans le quinquennat précédent. Alors nous sommes dans notre rôle et nous allons porter des propositions, par exemple sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement procède à des revalorisations qui sont inférieures à l'inflation. Leur projet de loi vise donc à entériner la baisse du pouvoir d'achat. Nous ne sommes pas d'accord et donc nous allons porter l'augmentation du SMIC, la revalorisation des minima sociaux parce que pendant qu'une masse de Français souffre, vous avez une petite minorité qui profite à plein régime de la hausse des prix et ça n'est pas acceptable. Allez, votre retard n'excède pas 5 minutes depuis la sonnerie. Adrien Quatennens, on vous laisse rejoindre les bancs de l'hémicycle. Merci de m'avoir invité. Accepté l'invitation de France Info et merci à Célim Guéribi pour les moyens techniques.